Je viens parler aujourd'hui d'ingouvernabilité et d'irrévérence pour montrer ce que ça a d'essentiellement féminin. Je ferai en passant par la figure du cyborg qui offre, à mon sens, des possibilités imaginaires et de conjoncture qui sont nécessaires quand on en vient à penser le féminin, son genre, son sexe et son désir. En effet, c'est bien parce qu'on n'arrive jamais à le définir et le déterminer que celui-ci est sujet d'expérimentation, d'essai, de simulation. On teste le féminin pour voir ce qu'il pourrait bien être. C'est d'ailleurs le propos central du film de science-fiction Ex Machina, réalisé par Alex Garland en 2015, qui fait se superposer les possibilités techniques de l'intelligence artificielle avec la sexualité et le désir féminin. Il donne à voir un possible de l'être féminin. Le genre de la science-fiction est le lieu privilégié d'expérimentation des identités sexuelles. En effet, on retrouve toute une tradition féministe en littérature et en culture visuelle, ayant réfléchi dans des mondes utopiques et dystopiques et à travers des personnages de cyborgs, entre autres, la portée extensive et subversive du genre et de la sexualité féminine, ainsi que les possibles émancipatoires du féminisme à l'aune des nouvelles avancées technologiques. Il n'est pas surprenant en ce sens que la science-fiction soit un vecteur de pensée pour la théorie féministe. En cela, l'un des cas les plus probants est sans doute le Cyborg Manifesto de Donna Haraway. C'est en 1991 que la philosophe et biologiste publie ce texte qui a fait école et dans lequel elle élabore une politique fiction sous le signe du cyborg, figure lui permettant de penser le brouillage et le dépassement des frontières conceptuelles et des systèmes dichotomiques qui sont au fondement de notre société occidentale. En effet, le cyborg, dont l'existence se situe quelque part entre l'humain et la machine, le naturel et l'artificiel, le réel et le virtuel, donne à penser la porosité et la précarité de ces frontières. Il permet par ailleurs d'interroger la question du genre et de déstabiliser la différence homme-femme. Cette opposition particulière qui définit l'existence et les conditions de tout sujet est axiologiquement articulée depuis la distinction nature-culture et s'inscrit à même le corps. Dans cet ordre d'idées, la théoricienne Anne Balsamo, qui reprend le postulat de Judith Butler selon lequel le genre est le produit d'une série d'actes répétés à l'intérieur d'un cadre régulateur et relevant d'une performance de l'idée de sexe naturel, soutient que les sciences et technologies participent de cette performance et contribuent à réitérer et renforcer l'idée d'un corps naturel, d'un corps naturellement sexué. Sous cette perspective, le cyborg peut figurer l'existence corporelle et le phénomène culturel de la sexuation. Il est essentiellement un corps surface sur lequel s'inscrivent les discours culturels et duquel nous pouvons voir à l'œuvre la matérialisation de la différence sexuelle. C'est à partir de cette idée, donc, que je me propose d'aborder le film Ex Machina. Donc, le récit du film se déploie comme suit. Caleb, et je vais voler le punch, je suis désolée, mais il est disponible sur Netflix si jamais vous voulez l'écouter suite à cette journée. Donc, Caleb, un programmeur dans la célèbre boîte d'informatique Blue Book, est sélectionné par le fondateur et CEO Nathan Bateman pour une visite dans sa demeure. Le motif de la rencontre est alors inconnu. C'est une fois rendu sur place, c'est-à-dire dans une maison située au sein d'une nature dense et luxuriante, demeure qui s'avère être un centre de recherche sophistiqué, que Nathan lui apprend qu'il travaille sur un projet d'intelligence artificielle et qu'il veut soumettre Ava, le cyborg, au test de Turing afin de vérifier s'il est doué de conscience, afin de voir si elle passe comme humain. Le rôle de Caleb consiste donc à passer en entrevue Ava. Rapidement, on s'aperçoit que les réelles intentions de Nathan étaient dissimulées, que ce sont les réponses et les réactions de Caleb qui sont étudiées et mises au test. Spécifiquement, ce sont les sentiments et le désir de Caleb que Nathan poursuit et cherche à saisir dans ses interactions avec Ava. Réussit-elle à le séduire? C'est la réponse à cette question qui est le motif de cette semaine de recherche, qui a tout d'un huis clos, isolé, enfermé, sans possibilité de communiquer avec l'extérieur. Plus le récit progresse, plus on constate le machiavélisme de Nathan, qui va de pair avec l'ambition mégalomaniaque qui est celui de son génie. De même, son désir de maîtrise, de domination et son caractère contrôlant se manifestent à travers ses propres interactions avec les cyborgs.
Il a à son service Kimiko, qui tient ni plus ni moins le rôle de servante et d'esclave sexuelle. On apprend également, et c'est un aspect important de l'intrigue, que tous les prototypes qui ont précédé Ava, toutes des cyborgs femmes, sont toutes devenues violentes et révoltées, qu'elles ont toutes développé le désir de s'échapper du centre de recherche et de la gouverne de Nathan. Ce dernier s'est donc résolu à les désactiver si elles ne s'autodétruisaient pas et à les défaire en pièces. On suppose aussi que c'est pour cette raison qu'il a mis sur pied un système de sécurité extrêmement strict, qu'il a conçu l'architecture de manière à rendre la demeure hermétique et indestructible. Le récit se termine donc lorsque Ava réussit à sortir du laboratoire, à tuer Nathan et s'échapper du centre en laissant derrière elle Caleb. Bon, ce qui retient tout d'abord mon attention dans ce film, c'est la question de la sexualité du cyborg, qui est, contrairement au film de Metropolis ou Blade Runner, par exemple, au centre des préoccupations des personnages et le pivot du récit. Si dans la tradition science-fictionnelle féministe, la sexualité du cyborg s'élabore généralement depuis un cadre narratif queer, dans Ex Machina, elle s'installe et se déploie dans un cadre hétéronormatif, délibérément instauré par Nathan, qui refuse de faire du cyborg un grey box, c'est-à-dire un système neutre. En effet, lorsque Caleb demande à Nathan pourquoi avoir donné à Ava une sexualité, soutenant qu'un cyborg n'a pas besoin de genre, celui-ci lui répond en lui expliquant sa conception de l'humain, de la machine et du désir. Dans son ambition de vouloir produire une intelligence artificielle, Nathan part du postulat selon lequel toute conscience, humaine ou animale, ne peut exister sans une dimension sexuelle et que cette dimension sexuelle est l'impératif qui mobilise les interactions avec autrui, desquelles peut naître la conscience. Lorsque Caleb lui demande s'il a programmé Ava pour flirter avec lui, il lui répond que l'attirance, le désir ne se programme pas, celui-ci relevant d'une accumulation de stimuli externes. Il admet toutefois l'avoir programmé pour être hétérosexuel, comme nous serions toutes et tous programmés, par nature ou culture, ou les deux. Il s'agit donc pour lui de produire une intelligence artificielle qui puisse refléter et reproduire la nature humaine, dont la vérité résiderait dans ce que peut déployer de non automatique le présupposé sexuel programmé, à savoir le désir. Mentionnons toutefois que les détails de la programmation de l'hétérosexualité ne sont pas donnés ni expliqués. Ce mystère de la culture ou de la nature, Nathan a bien réussi à en craquer le code. Il se décline donc dans la séquence sexe, genre et orientation sexuelle, une rationalité technique où tous les trois termes sont envisagés comme des données acquises et non innées, des données programmées et programmables, et où, dans le cadre hétéronormatif imposé par Nathan, ils sont tous les trois assimilés, confondus et encodés dans la machine. Il est intéressant de souligner que déjà la mise en scène du récit participe à mettre en place ce cadre normatif. Dans ce microcosme, les personnages humains sont des hommes, les cyborgs des femmes. Le rapport entre un sujet créateur, l'homme scientifique, et son œuvre, la femme-machine, est un cliché narratif sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Pour le moment, il est important de retenir que l'environnement du cyborg est préétabli et réparti selon des rôles sexués bien spécifiques. Le développement de la conscience d'Ava se déploie ainsi dans des interactions contrôlées et paramétrées par avance. Donc Nathan a donné à Ava un genre, c'est une cyborg femme, une intelligence artificielle femme. Sans qu'on comprenne comment le genre puisse se donner, on constate dans l'allure d'Ava des traits et un corps typiquement féminin, de par la courbe de ses seins, de ses hanches. On apprend même que Nathan lui a attribué un vagin, lequel, lorsque stimulé, a la capacité d'envoyer des signaux de jouissance, offrant à Ava la possibilité mécanique d'engager des rapports sexuels et d'en éprouver du plaisir. Or, la féminité d'Ava, bien que son apparence corresponde aux stéréotypes, n'est assurée et n'est actualisée que par sa performance. En effet, et c'est un aspect particulièrement intéressant de ce film, le cyborg ne devient femme que par l'envie, serait-elle programmée, qu'elle a de ressembler à une femme, de reproduire une image de la femme et de se revêtir des signifiants féminins. Ava a dans sa chambre des photos de femmes, de mannequins, sur lesquelles elle se fie pour s'habiller et se coiffer. Et l'une des scènes les plus marquantes, à mon sens, est celle où, en entrevue avec Caleb, Ava lui demande de fermer les yeux pendant qu'elle va s'habiller, mettre sa robe et ses cheveux qu'elle choisit avec attention. À son retour, elle autorise Caleb à ouvrir les yeux
Et là se joue, comme à l'envers, une scène 1000 fois représentée au cinéma, celle d'un striptease. Ce qui apparaît dévoilé par les vêtements, c'est la femme. Comme dénudée, la féminité est montrée, produite. Et non seulement faut-il cette performance de l'image de la féminité du cyborg, non seulement faut-il cette performance de l'image, la féminité du cyborg doit en passer pour advenir par le regard et le désir qu'elle suscite chez l'homme. Dans ce cas-ci, chez Caleb. C'est d'ailleurs l'un des facteurs de réussite du test que veut mener Nathan. Il est important, dit-il à Caleb, pour que le test fonctionne, que celui-ci la voie. Ce qui est vu, ce qui est mis à nu, c'est une féminité qui correspond donc au désir de l'homme. Ce rapport au regard ne se limite pas qu'à cette scène. Le centre de recherche étant équipé d'un système de surveillance, Nathan et Caleb peuvent, depuis leur téléviseur, observer et étudier Ava à tout moment. Dans ce film, la portée de la vision est étendue, les perspectives sont démultipliées. L'image se diffracte depuis le jeu des caméras de surveillance jusque dans les reflets, dans les vitres et les nombreux miroirs qui parent les murs de certaines pièces. Simuler le féminin, c'est le faire passer par cette démultiplication, par cette incessante reproduction et répétition d'images et de corps. Rappelons-le, Ava est le produit d'une série de cyborgs. Elle est un organisme résultant d'un assemblage de morceaux, de membres et de membranes. La nudité de son être en passe par le revêtement de ces différentes pièces, par l'agencement de ces signifiants qui réussissent à tenir, à simuler et à faire image. C'est comme si, au fond, l'essence du cyborg, le fait d'être artificiel et de n'exister que dans et par la simulation, dédoublait l'artifice de la féminité, mettait à jour la mascarade qu'a bien expliqué Butler dans son Gender Trouble. Le cyborg, tout comme le drag, se définit par le dédoublement, le mime, la reproduction de la féminité. Et le geste de dénudement est ici inversé pour montrer l'artifice et la qualité tactique du genre et du désir. Il nous montre surtout, en fait, la mise en scène nécessaire depuis laquelle il est possible pour le désir de se déployer. C'est bien ce qui nous est présenté dans Ex Machina, c'est le regard masculin à l'œuvre, celui de Nathan, celui de Caleb. C'est le rapport objectivant dans la différence sexuelle. Celui qu'a théorisé Laura Mulvey avec sa notion de male gaze, comme en parlait ma collègue ici, et dont aussi avait parlé quelques années avant elle, John Berger, dans son essai « Voir le voir », que je cite à l'instant. « Être homme, c'est agir, être femme, c'est paraître. Les hommes regardent les femmes alors que les femmes s'observent en train d'être regardées. Ceci détermine non seulement les relations entre les hommes et les femmes, mais également la relation de la femme par rapport à elle-même. Le surveillant intériorisé est perçu en tant qu'homme et l'être surveillé en tant que femme. C'est ainsi que la femme se transforme en objet et plus particulièrement en objet du voir, un spectacle. Le pouvoir d'objectification que s'arroge l'homme artiste scientifique qui est dit créateur produit une femme qui n'est pas pour elle-même. Le féminin est toujours pour quelqu'un d'autre, pour le regardant. Le rapport de pouvoir à l'œuvre dans ce regard est lié, et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il est lié à un enjeu épistémologique. Ici, je me permets de tracer un parallèle entre la gravure d'Albrecht Dürer, artiste dessinant une femme allongée, et la toile de Jackson Pollock, qui est convoquée dans le film par le personnage de Nathan, comme illustration de son projet scientifique et théorique. La première œuvre est souvent utilisée par les théoriciennes féministes en histoire de l'art et en culture visuelle pour symboliser le fondement et le fonctionnement du male gaze moderne qui s'élabore depuis un appareillage de vision, ici représenté par la fenêtre de perspective, et qui utilise et soumet le corps de la femme à une discipline, l'objectivant, le codifiant et l'insérant dans des discours et des pratiques artistiques et scientifiques. Lorsque Nathan présente la toile de Jackson Pollock à Caleb, il se sert de la technique du dripping comme métaphore de l'intelligence artificielle, laquelle devrait se développer et se déployer de manière comparable à l'art automatique, c'est-à-dire qu'elle doit se définir par ce qu'il y a dans un geste de non-automatique. De la gravure de Dürer à la toile de Pollock, de l'art classique de la perspective à celui du dripping, il y a un changement de paradigme épistémologique qui concerne une même question, celle de l'homme devant sa création, celle du sujet de la connaissance, et le féminin comme œuvre, comme matière, s'entend comme connaissance même,
Elle incarne dans son être, sur son corps, le savoir de l'homme. Ce changement de paradigme peut être réfléchi à l'aune de ce qui a été pensé par la philosophie néo-matérialiste et post-humaniste comme la crise de la raison ou encore la crise du sujet moderne. Ceci se conçoit comme un phénomène épistémique et culturel par lequel les fondements de la connaissance et la production et les fondements de la connaissance, de la production et du progrès du savoir sont mis en doute. Le sujet moderne, fils du cartésianisme et du kantisme, est le sujet dont l'être et la connaissance de son être relèvent d'une adéquation. Son savoir est positif et objectif, et comme tel, il est en posture d'extériorité et de domination face à son environnement. Or, la crise de la modernité, et ce qui avait été justement désigné par Michel Foucault comme la crise de l'homme, vient rompre avec cette conception unitaire. C'est la rencontre de l'homme avec son altérité, sa propre altérité, sa propre incapacité à se connaître lui-même, et l'altérité en tant qu'autre sexué, racisé, colonisé et marginalisé, etc. Ce que je veux suggérer, c'est que le cyborg de Ex Machina, c'est le retour de cet autre, l'autre post-humain. Dans le film, l'aller-retour narratif entre le concept de machine comme humain et l'humain comme machine est tout à fait fascinant et s'inscrit bien dans une tradition intellectuelle et un discours classique et moderne de l'homme et du sujet, dans un rapport d'adéquation et d'analogie. Ce désir de maîtrise du monde et de domination de la nature par la culture et par la science, qui anime Nathan, repose sur un même rapport d'extériorité à l'objet et à la machine. Toutefois, il n'opère pas dans un rapport analogique, mais bien dans un rapport de simulation qui donne cette part d'imprévisibilité qui déborde du code et du programme. Cette esthétique de la simulation a été théorisée par Sherry Turkle dans son ouvrage Life on the Screen. Elle affirme qu'à l'opposé d'une esthétique moderne qui relèverait d'un rapport mécanique et de profondeur au savoir et à l'objet de connaissance, qui relèverait l'époque postmoderne mobiliserait une esthétique de surface, d'interaction et de simulation. Cette transition culturelle irait de pair avec une nouvelle perspective quant à la notion épistémique de transparence. La transparence qui correspond à un désir de clarté, à un désir de voir la vérité, serait recherchée non plus sous la surface, mais à la surface. Il ne s'agirait plus de comprendre la mécanique ou les causes d'un processus, mais plutôt les effets de celui-ci et les interactions et les applications qui les rendent possibles. La transparence réside dans ce cas-ci dans une accessibilité d'usage ou d'utilisation. Bon, je fais ce détour pour revenir enfin à Ava, dont la vérité, son intelligence est recherchée dans la simulation de sa féminité et de ses effets. La performance féminin est, pour Nathan, un usage fonctionnel qui répond à son idée de la connaissance, qui répond également à son désir de transparence, de vérité et de maîtrise, qui est non sans hasard renvoyé par les éléments visuels du film. Le corps transparent d'Ava, son cerveau, l'architecture du centre de recherche, les vitres et les fenêtres. Comme pour symboliser ce nouveau rapport épistémique, l'emphase est mise sur la surface, sur la réflexion, sur la clarté de la matière. Ainsi, pour prouver la validité de son intelligence, le cyborg doit désirer, et pour satisfaire ce désir, user de sa féminité, de cet effet de surface. Pour s'échapper, car tel est le désir d'Ava, comme des autres cyborgs avant elle, elle doit charmer, séduire Caleb. Elle est le rat de laboratoire dans son labyrinthe et elle doit user, comme le dit Nathan, d'imagination, de manipulation, de sexualité, d'empathie, etc. Si sa féminité réussit et si le cyborg use de ses facultés, sa capacité à désirer sera éprouvée et par conséquent, on lui reconnaîtra son intelligence. Or, c'est bien ce qui s'avère à la fin du film, alors que le test sort de la situation conjoncturelle et s'actualise, et qu'Ava parvient à s'échapper en tuant Nathan et en laissant derrière elle les deux hommes enfermés dans leur centre. Ce qui apparaît, ce que l'on peut questionner en miroir de ce scénario, c'est l'effet que produit l'idéalisation et l'objectivation et l'instrumentalisation du féminin par Nathan. Le cadre hétéronormatif qu'il instaure comme récit d'origine du cyborg, la féminité dont il la dote, et la situation de claustration qui constitue son environnement sont des éléments qui font émerger la révolte et le désir de fuite, lesquels sont mobilisés par la menace prégnante d'être switched off, d'être en quelque sorte dans le langage cyborg tué. Nous pouvons tisser un parallèle entre la situation d'Ava et la condition des femmes, leur oppression et les conditions de possibilité de leur désir. Catherine Malabou, dans son ouvrage « Changer de différence », constate que la simulation, le
simulacre est la place ontologique qui est à jamais et résolument imposée à la femme. Que la femme se trouve désormais vidée de son essence, poursuit-elle, ne fait en même temps qu'accuser le fait qu'elle ne se définit et ne peut se définir que par la violence qui lui est faite. C'est la violence seule qui lui confère son être. Elle suggère dès lors de penser la femme comme un sujet surexposé à un type de violence déterminé et de penser son être, son essence, comme un reste, c'est-à-dire comme un noyau de résistance, comme une essence vidée mais résistante, résistante parce que vidée. L'essence de la femme, dans cette perspective, n'est pas fixe et déterminée ou déterminante, mais bien plastique. Le cyborg dans Ex Machina, par sa féminité simulée à même la surface de son corps, vient de cette manière figurer la condition des femmes qui émergent depuis une violence matérielle aussi bien qu'ontologique. Le possible du désir féminin et de son être dans une société hétéronormative en passe par la révolte et la fuite. C'est ainsi qu'on peut comprendre le récit de Ex Machina comme une allégorie de la fin de l'homme, comme l'ont théorisé les féministes post-humanistes. Ava est cet autre de l'homme qui représente et le confronte au débordement de son propre savoir, qui en montre l'inévitable limite. L'autre qui vient signer la fin de son ambition de maîtrise et de domination, la fin de leur désir de connaissance, qui font des femmes l'objet, la surface de prédilection sur laquelle se projette leur désir de vérité. C'est enfin la nature féminine, en ce qu'elle est essentiellement artificielle et simulée, qui reprend ses droits. Merci.